votre... Allons, que de je me délivre. Marchez-le-t-elle pas qu'on a peine à vous suivre? Laissez, ma Bru, laissez, ne venez pas plus loin. Ce sont toutes façons dont je n'ai pas besoin. De ce que l'on vous doit envers vous, on s'acquitte. Mais ma mère, d'où vient que vous sortez si vite? C'est que je ne puis voir tout ce ménage-ci. Et que de me complaire prend nul souci. Oui, je sors de chez vous fort mal édifié. Dans toutes mes leçons, j'y suis contrarié, on n'y respecte rien, chacun y parle haut. Et c'est tout justement la cour du roi Péto. Si... Vous êtes, mamie, une fille suivante, un peu trop forte en gueule, et fort impertinente. Vous vous mêlez surtout de dire votre avis. Mais... Vous êtes un sot en 3 lettres, mon fils. C'est moi qui vous le dis, qui suis votre grand-mère. Et j'ai prédit 100 fois à mon fils, votre père, que vous preniez tout l'air d'un méchant garnement, et ne lui donneriez jamais que du tourment. Je crois, mon Dieu, sa sœur, vous faites la discrète, et vous n'y touchez pas, tant vous semblez doucette. Mais il n'est, comme on dit, pire haut que l'eau qui dort, et vous menez sous chape un train que je hais fort. Mais ma mère... Ma Bru, qu'il ne vous en déplaise, votre conduite en tout est tout à fait mauvaise. Vous devriez leur mettre un bon exemple aux yeux, et leur défunte mère en disait beaucoup mieux. Vous êtes dépensière, et c'était à Meublesse que vous alliez vêtue ainsi qu'une princesse. Quiconque à son mari veut plaire seulement, ma Bru n'a pas besoin de tant d'ajustement. Mais madame, après tout... Pour vous, monsieur son frère, je vous estime fort, vous aime et vous révère. Mais enfin, si j'étais de mon fils son époux, je vous prierais bien fort de n'entrer point chez nous. Sans cesse vous prêchez des maximes de vivre qui par d'honnêtes gens ne se doivent point suivre. Je vous parle un peu franc, mais c'est là mon humeur, et je ne mâche point ce que j'ai sur le cœur. Votre monsieur Tartuffe est bien heureux, sans doute. C'est un homme de bien qu'il faut que l'on écoute. Et je ne puis souffrir sans me mettre en courroux de le voir querellé par un fou comme vous. Quoi? Je souffrirais, moi, qu'un cagot de critique vienne usurper Sion, un pouvoir tyrannique, et que nous ne puissions à rien nous divertir si ce beau monsieur-là n'y daigne consentir? S'il le faut écouter et croire à ses maximes, on ne peut faire rien qu'on ne fasse des crimes. Car il contrôle tout, ce critique zélé. Et tout ce qu'il contrôle est fort bien contrôlé. C'est au chemin du ciel qu'il prétend vous conduire. Et mon fils, à l'aimer, vous devrez tous induire. Non, voyez-vous, ma mère, il n'est père ni rien qui me puisse obliger à lui vouloir du bien. Je trahirais mon cœur de parler d'autre sorte. Sur ces façons de faire à tout coup, je m'emporte. J'en prévois une suite. Et qu'avec ce pied plat, il faudra que j'en vienne à quelques grands éclats. Certes, c'est une chose aussi qui scandalise de voir qu'un inconnu séance s'impatronise. Qu'un gueux qui, quand il vint, n'avait pas de souliers et dont l'habit entier valait bien 6 deniers, en vienne jusque-là que de se méconnaître, de contrarier tout et de faire le maître. Et merci de ma vie. Il en irait bien mieux si tout se gouvernait par ses ordres pieux. Il passe pour un saint dans votre fantaisie. Tout son fait, croyez-moi, n'est rien qu'hypocrisie. Voyez la langue. À lui, non plus qu'à son Laurent, je ne me fierai, moi, que sur un bon garant. J'ignore ce qu'au fond le serviteur peut-être. Mais pour homme de bien, je garantis le maître. Vous ne lui voulez mal et ne le rebutez qu'à cause qu'il vous dit à tous vos vérités. C'est contre le péché que son cœur se courrouce. Et l'intérêt du ciel est tout ce qui le pousse. Oui, mais pourquoi, surtout depuis un certain temps, ne saurait-il souffrir qu'aucun hante séant? En quoi blesse le ciel une visite honnête pour en faire un vacarme à nous rompre la tête? Veut-on que là-dessus je m'explique entre nous? Je crois que de madame, il est ma foi jaloux. Taisez-vous et songez aux choses que vous dites. Ce n'est pas lui tout seul qui blâme ces visites. Tout ce tracas qui suit les gens que vous vantez, ces carrosses sans cesse à la porte plantées, et de tant de laquais le bruyant assemblage font un éclat fâcheux dans tout le voisinage. Je veux croire qu'au fond, il ne se passe rien. Mais enfin, on en parle. Cela n'est pas bien. Et voulez-vous, madame, empêcher qu'on ne cause? Ce serait, dans la vie, une fâcheuse chose si pour les sots discours où l'on peut être mis, il fallait renoncer à ses meilleurs amis. Et quand même on pourrait se résoudre à le faire, croiriez-vous obliger tout le monde à se taire? Contre la médisance, il n'est point de rempart. À tous les sots caquets n'ayons donc nul égard, efforçons-nous de vivre avec toute innocence, et laissons aux causeurs une pleine licence. Daphné, notre voisine, et son petit époux, ne seraient-ils point ceux qui parlent mal de nous? Ceux de qui la conduite offre le plus à rire sont toujours sur autrui les premiers à médire. Ils ne manquent jamais de saisir promptement l'apparente lueur du moindre attachement, d'en semer la nouvelle avec beaucoup de joie et d'y donner le tour qu'ils veulent qu'on y croie. Des actions d'autrui teintes de leur couleur, ils pensent dans le monde autoriser les leurs. Voilà les contes bleus qu'il vous faut pour vous plaire. Ma Bru, l'on est chez vous contrainte de se taire, car madame, à jaser, tient le dé tout le jour.
Mais enfin, je prétends discourir à mon tour. Je vous dis que mon fils n'a rien fait de plus sage qu'en recueillant chez soi ce dévot personnage. Que le ciel, au besoin, la séance envoyée pour redresser à tous votre esprit fourvoyé. Que pour votre salut, vous le devez entendre, et qu'il ne reprend rien qui ne soit à reprendre. Ces visites, ces balles, ces conversations sont du malin esprit, toutes inventions. C'est véritablement la tour de Babylone, car chacun y babille et tout du long de l'Aune. Et pour conter l'histoire où ce poil engagea, voilà-t-il pas monsieur qui ricane déjà? Allez chercher vos fous qui vous donnent à rire, et sans... Adieu, ma bru. Je ne veux plus rien dire. Séance en rabat de moitié, et qu'il fera beau temps quand j'y mettrai. Pour rêver, baillez aux corneilles. Jour de Dieu, je saurai vous frotter les oreilles. Marchons beau, marchons. Je n'y veux point aller, de peur qu'elle ne vînt encore me quereller. Que cette bonne femme... Ah, certes, c'est dommage qu'elle ne vous ouït tenir un tel langage. Elle vous dirait bien qu'elle vous trouve bon et qu'elle n'est point d'âge à lui donner ce nom. Comme elle sait pour rien contre nous échauffer, et que de son tartuffe, elle paraît coiffée. Oh, vraiment, tout cela n'est rien au prix du fils. Et si vous l'aviez vu, vous diriez c'est bien pis. L'eau trouble l'avait mis sur le pied d'homme sage, et pour servir son prince, il montra du courage. Mais il est devenu comme un homme hébété, depuis que de Tartuffe on le voit entêté. Il l'appelle son frère, et l'aime dans son âme, 100 fois plus qu'il ne fait mère, fils, fille et femme. C'est de tous ses secrets l'unique confident, et de ses actions le directeur prudent. Il le choisit, il l'embrasse, et pour une maîtresse, on ne saurait, je pense, avoir plus de tendresse. À table, au plus haut bout, il veut qu'il soit assis. Avec joie, il l'y voit manger autant que 6. Les bons morceaux de tout, il fait qu'on les lui cède. Et s'il vient à roter, il lui dit Dieu vous aide. Enfin, il en est fou. C'est son tout, son héros. Il l'admire à tout coup, le cite à tout propos. Ses moindres actions lui semblent des miracles, et tous les mots qu'il dit sont pour lui des oracles. Vous êtes bien heureux de n'être point venu au discours qu'à la porte elle nous a tenu. Mais j'ai vu mon mari. Comme il ne m'a point vu, je veux aller là-haut attendre sa venue. Moi, je l'attends ici pour moins d'amusement et je vais lui donner le bonjour seulement. De l'hymen de ma sœur, touchez-lui quelque chose. J'ai soupçon que Tartuffe à son effet s'oppose, qu'il oblige mon père à des détours si grands, et vous n'ignorez pas quel intérêt j'y prends. Si même ardeur enflamme et ma sœur et Valère, la sœur de cet ami, vous le savez, mes chers, et s'il fallait... Il entre. Ah, mon frère, bonjour. Je sortais et j'ai joie à vous voir de retour. La campagne à présent n'est pas beaucoup fleurie. Dorine, mon beau-frère, attendez, je vous prie. Vous voulez bien souffrir pour m'ôter de soucis que je m'informe un peu des nouvelles d'ici. Tout s'est-il ces 2 jours passés de bonne sorte? Qu'est-ce qu'on fait, Séant? Comment est-ce qu'on s'y porte? Madame eut avant-hier la fièvre jusqu'au soir, avec un mal de tête étrange à concevoir. Et Tartuffe? Tartuffe? Il se porte à merveille, gros et gras, le teint frais et la bouche vermeille. Le pauvre homme. Le soir, elle eut un grand dégoût et ne put au souper toucher à rien du tout, tant sa douleur de tête était encore cruelle. Et Tartuffe? Il soupa, lui tout seul, devant elle, et, fort dévotement, il mangea 2 bris avec une moitié de gigot en hachis. Le pauvre homme. La nuit se passa tout entière sans qu'elle pût fermer un moment la paupière. Des chaleurs l'empêchaient de pouvoir sommeiller. Et jusqu'au jour, près d'elle, il nous fallut veiller. Et Tartuffe? Pressé d'un sommeil agréable, il passa dans sa chambre au sortir de la table. Et dans son lit bien chaud, il se mit tout soudain, où sans trouble il dormit jusqu'au lendemain. Le pauvre homme. À la fin, par nos raisons gagnées, elle se résolut à souffrir la saignée. Et le soulagement suivit tout aussitôt. Et Tartuffe? Il reprit courage, comme il faut. Et contre tous les maux, fortifiant son âme pour réparer le sang qu'avait perdu madame, but à son déjeuner 4 grands coups de vin. Le pauvre homme. Tous 2 se portent bien, enfin. Et je vais à madame annoncer par avance la part que vous prenez à sa convalescence. À votre nez, mon frère, elle se rit de vous. Et sans avoir dessein de vous mettre en courroux, je vous dirai tout franc que c'est avec justice.
A-t-on jamais parlé d'un semblable caprice? Et se peut-il qu'un homme ait un charme aujourd'hui à vous faire oublier toute chose pour lui, qu'après avoir chez vous réparé sa misère, vous en veniez au point... Halte là, mon beau-frère. Vous ne connaissez pas celui dont vous parlez? Je ne le connais pas, puisque vous le voulez, mais enfin, pour savoir quel homme ce peut être... Mon frère, vous seriez charmé de le connaître, et vos ravissements ne prendraient point de fin. C'est un homme qui... Ah, un homme, enfin, qui suit bien ses leçons, goûte une paix profonde et comme du fumier, regarde tout le monde. Oui, je deviens tout autre avec son entretien. Il m'enseigne à n'avoir affection pour rien. De toutes amitiés, il détache mon âme. Et je verrai mourir frère, enfant, mère et femme que je m'en soucierai autant que de cela. Les sentiments humains, mon frère, que voilà. Ah, si vous aviez vu comme j'en fis rencontre, vous auriez pris pour lui l'amitié que je montre. Chaque jour, à l'église, il venait d'un air doux tout vis-à-vis de moi, se mettre à deux genoux. Il attirait les yeux de l'assemblée entière par l'ardeur dont au ciel il poussait sa prière. Il faisait des soupirs, de grands élancements et baisait humblement la terre à tout moment. Et lorsque je sortais, il me devançait vite pour m'aller à la porte offrir de l'eau bénite. Instruit par son garçon qui dans tout l'imitait, et de son indigence et de ce qu'il était, je lui faisais des dons. Mais avec modestie, il me voulait toujours en rendre une partie. C'est trop, me disait-il, c'est trop, de la moitié, je ne mérite pas de vous faire pitié. Et quand je refusais de le vouloir reprendre, aux pauvres à mes yeux, il allait le répandre. Enfin, le ciel, chez moi, me le fit retirer. Et depuis ce temps-là, tout semble y prospérer. Je vois qu'il reprend tout. Et qu'à ma femme même, il prend pour mon honneur un intérêt extrême. Il m'avertit des gens qui lui font les yeux doux. Et plus que moi, 6 fois, il se montre jaloux. Mais vous ne croiriez pas jusqu'où monte son zèle. Il s'impute à pécher, la moindre bagatelle. Un rien presque suffit pour le scandaliser. Jusque-là qu'il s'en vint l'autre jour, accusé d'avoir pris une puce en faisant sa prière et de l'avoir tuée avec trop de colère. Parbleu! Vous êtes fou, mon frère, que je crois. Avec de tels discours, vous moquez-vous de moi et que prétendez-vous que tout ce badinage... Mon frère, ce discours sent le libertinage. Vous en êtes un peu dans votre âme entichée. Et comme je voulais plus de 10 fois prêcher, vous attirerez quelques méchantes affaires. Voilà, de vous pareil, le discours ordinaire. Ils veulent que chacun soit aveugle comme eux. C'est être libertin que d'avoir de bons yeux. Et qui n'adore pas de veine simagrée, n'a ni respect ni foi pour les choses sacrées. Allez, tous vos discours ne me font point de peur. Je sais comme je parle. Et le ciel voit mon cœur. Tous vos façonniers, on n'est point des esclaves. Il est de faux dévots, ainsi que de faux braves. Et comme on ne voit pas que l'honneur les conduit, les vrais braves soient ceux qui font beaucoup de bruit, les bons et vrais dévots qu'on doit suivre à la trace ne sont pas ceux aussi qui font tant de grimaces. Et quoi? Vous ne ferez nulle distinction entre l'hypocrisie et la dévotion? Voulez-vous les traiter d'un semblable langage et rendre même honneur au masque qu'au visage? Égaler l'artifice à la sincérité, confondre l'apparence avec la vérité, estimer le fantôme autant que la personne et la fausse monnaie à l'égal de la bonne? Les hommes, la plupart, sont étrangement faits. Dans la juste nature, on ne les voit jamais. La raison a pour eux des bornes trop petites. Dans chaque caractère, il passe ses limites. Et la plus noble chose, il la gâte souvent pour la vouloir outrer et pousser trop avant. Que cela vous soit dit en passant, mon beau-frère. Ouais, vous êtes sans doute un docteur qu'on révère. Tout le savoir du monde est chez vous retiré. Vous êtes le seul sage et le seul éclairé, un oracle, un Caton dans le siècle où nous sommes. Et près de vous, ce sont des sots que tous les hommes. Je ne suis point, mon frère, un docteur révéré.
Et le savoir chez moi n'est pas tout retiré, mais en un mot, je sais pour toute ma science du faux avec le vrai faire la différence. Et comme je ne vois nul genre de héros qui soit plus apprécié que les parfaits dévots, aucune chose au monde est plus noble et plus belle que la sainte ferveur d'un véritable zèle. Aussi ne vois-je rien qui soit plus odieux que le dehors plâtré d'un zèle spécieux. Ces francs charlatans, que ces dévots de place, de qui la sacrilège et trompeuse grimace abusent impunément et se jouent à leur gré de ce qu'ont les mortels de plus saints et sacrés. Ces gens qui, par une âme à l'intérêt soumise, font de dévotion métier et marchandise. Ils veulent acheter crédit et dignité à prix de faux clins d'yeux et d'élans affectés. Ces gens, dis-je, qu'on voit d'une ardeur non commune par le chemin du ciel courir à leur fortune, qui, brûlant et priant, demandent chaque jour et prêchent la retraite au milieu de la cour, qui savent ajuster leur zèle avec leurs vices, sont prompts, vindicatifs, sans foi, et pour perdre quelqu'un, couvrent insolemment de l'intérêt du ciel leur fier ressentiment. D'autant plus dangereux dans leur âpre colère qu'ils prennent contre nous des armes qu'on révère et que leur passion, dont on leur sait bon gré, veut nous assassiner avec un fer sacré. De ce faux caractère, on en voit trop paraître. Mais les dévots de cœur sont aisés à connaître. Notre siècle, mon frère, en expose à nos yeux qui peuvent nous servir d'exemple glorieux. Regardez Ariston, regardez Périandre, Oronte, Alcidamas, Polydore, Clitandre. Ce titre, par aucun ne leur est débattu. Ce ne sont point du tout fanfarons de vertu. On ne voit point en eux ce faste insupportable. Mais leur dévotion est humaine et traitable. Ils ne censurent point toutes nos actions, ils trouvent trop d'orgueil dans ces corrections. Et laissant la fierté des paroles aux autres, c'est par leurs actions qu'ils reprennent les nôtres. L'apparence du mal a chez eux peu d'appui, et leur âme est portée à juger bien d'autrui. Point de cabale en eux, point d'intrigues à suivre. On les voit pour tout soin se mêler de bien vivre. Jamais contre un pécheur ils n'ont l'acharnement. Ils attachent leur haine au péché seulement, et ne veulent point prendre avec un zèle extrême les intérêts du ciel, plus qu'il ne veut lui-même. Voilà mes gens. Voilà comme il en faut user. Voilà l'exemple, enfin, qu'il se faut proposer. Votre homme, à dire vrai, n'est pas de ce modèle. C'est de fort bonne foi que vous vantez son zèle, mais par un faux éclat, je vous crois ébloui. Monsieur mon cher beau-frère, avez-vous tout dit? Oui. Je suis votre valet. De grâce, un mot, mon frère. Laissons là ce discours. Vous savez que Valère, pour être votre gendre, a parole de vous. Oui, Vous aviez pris jour pour un lien si doux. il est vrai. Pourquoi donc en différer la fête? Je ne sais. Auriez-vous autre pensée en tête? Peut-être. Vous voulez manquer à votre foi? Je ne dis pas cela. Nul obstacle, je crois, ne vous peut empêcher d'accomplir vos promesses. Selon. Pour dire un mot, faut-il tant de finesse? Valère, sur ce point, me fait vous visiter. Le ciel en soit loué. Mais que lui reporter? Tout ce qu'il vous plaira. Mais il est nécessaire de savoir vos desseins. Quels sont-ils donc? De faire ce que le ciel voudra. Mais parlons tout de bon. Valère à votre foi, la tiendrez-vous ou non? Adieu. Pour son amour, je crains une disgrâce. Et je dois l'avertir de tout ce qui se passe. Mon père? Approchez.
J'ai de quoi vous parler en secret. Que cherchez-vous? Je vois si quelqu'un n'est point là qui pourrait nous entendre, car ce petit endroit est propre pour surprendre. Orsi, nous voilà bien. J'ai, Marianne, en vous reconnu de tout temps un esprit assez doux et de tout temps aussi, vous m'avez été chère. Je suis fort redevable à cet amour de père. C'est fort bien dit, ma fille, et pour le mériter, vous devez n'avoir soin que de me contenter. C'est tout, je mets aussi ma gloire la plus haute. Fort bien. Que dites-vous de Tartuffe, notre hôte? Qui, moi? Oui, voyez bien comme vous répondez. Hélas, j'en dirai, moi, tout ce que vous voudrez. C'est parler sagement. Dites-moi donc, ma fille, quand toute sa personne un haut mérite brille, qu'il touche votre cœur et qu'il vous serait doux de le voir par mon choix devenir votre époux. Eh? Eh? Qu'est-ce? Clotilde, Quoi? me suis-je méprise? Comment? Qui voulez-vous, mon père Clotilde, qui me touche le cœur et qu'il me serait doux de voir par votre choix devenir mon époux? Tartuffe. Il n'en est rien, mon père, je vous jure. Pourquoi me faire dire une telle imposture? Mais je veux que cela soit une vérité, et c'est assez pour vous que je l'aie arrêté. Quoi vous voulez, mon père? Oui, je prétends, ma fille, unir par votre hymen Tartuffe à ma famille. Il sera votre époux, j'ai résolu cela, et comme sur vos vœux, je... Que faites-vous là? La curiosité qui vous presse est bien forte, mamie, à nous venir écouter de la sorte. Vraiment, je ne sais pas de quelques conjectures ou d'un coup de hasard, mais de ce mariage, on m'a dit la nouvelle, bagatelle. Quoi donc? La chose est-elle incroyable? À tel point que vous-même, monsieur, je ne vous en crois pas. De vous le faire croire. Oui, oui, vous nous contez une plaisante histoire. Je compte justement ce qu'on verra dans peu. Chanson. Ce que je dis, ma fille, un jeu. Allez, ne croyez point à monsieur, votre père, il raille. Je vous dis... Non, vous aurez beau faire, on ne vous croira point. À la fin, mon courroux! Eh bien, on vous croit donc. Et c'est tant pis pour vous. Quoi se peut-il, monsieur, qu'avec l'air d'homme sage et cette large barbe au milieu du visage, vous soyez assez fou pour vouloir... Écoutez, vous avez pris silence certaines privautés qui ne me plaisent point. Je vous le dis, mamie. Parlons sans nous fâcher, monsieur, je vous supplie. Vous moquez-vous des gens d'avoir fait ce complot? Votre fille ne peut l'affaire d'un bigot. Il a d'autres emplois auxquels il faut qu'il pense. Et puis que vous apporte une telle alliance? À quel sujet aller avec tout votre bien choisir un gendre gueux? Taisez-vous! S'il n'a rien, sachez que c'est par là qu'il faut qu'on le révère. Sa misère est sans doute une honnête misère. Au-dessus des grandeurs, elle doit l'élever, puisqu'enfin de son bien, il s'est laissé priver par son trop peu de soin des choses temporelles et sa puissante attache aux choses éternelles. Mais mon secours pourra lui donner les moyens de sortir d'embarras et rentrer dans ses biens. Ce sont fiefs qu'à bon titre au pays on renomme, et tel que l'on le voit, il est bien gentilhomme. Oui, c'est lui qui le dit. Et cette vanité, monsieur, ne sied pas bien avec la piété, qui d'une sainte vie embrasse l'innocence, ne doit point en prôner son nom et sa naissance. Et l'humble procédé de la dévotion souffre mal les éclats de cette ambition. À quoi bon cet orgueil? Mais ce discours vous blesse. Parlons de sa personne et laissons sa noblesse. Ferez-vous possesseur, sans quelque peu d'ennui, d'une fille comme elle, un homme comme lui? Et ne devez-vous pas songer aux bienséances et de cette union prévoir les conséquences? Sachez que d'une fille on risque la vertu, lorsque dans son hymen son goût est combattu. Que le démon lui donne, et que ceux dont partout on montre au doigt le front font leurs femmes souvent ce qu'on voit qu'elles sont. Il est bien difficile, enfin, d'être fidèle à de certains maris, fait d'un certain modèle, et qui donne à sa fille un homme qu'elle hait et responsable au ciel des fautes qu'elle fait. Songez à quel péril votre dessein vous livre. Je vous dis qu'il me faut apprendre d'elle à vivre. Vous n'en feriez que mieux de suivre mes leçons. Ne nous amusons point, ma fille, à ces chansons. Je sais ce qu'il vous faut et je suis votre père. J'avais donné pour vous ma parole à Valère, mais outre qu'à jouer, on dit qu'il est enclin, je le soupçonne encore d'être un peu libertin. Je ne remarque point qu'il hante les églises. Voulez-vous qu'il y court à vos heures précises, comme ceux qui n'y vont que pour être aperçus? Je ne demande pas votre avis là-dessus. Enfin, avec le ciel, l'autre est le mieux du monde, et c'est une richesse à nulle autre seconde. Cet hymen de tout bien comblera vos désirs. Il sera tout confit en douceurs et plaisirs. Ensemble, vous vivrez dans vos ardeurs fidèles comme deux vrais enfants, comme deux tourterelles. À nul fâcheux débat, jamais vous n'en viendrez. Et vous ferez de lui
Tout ce que vous voudrez. Elle n'en fera qu'un sot, je vous assure. Ouais, quel discours. Je dis qu'il en a l'encolure, et que son ascendant, monsieur, l'emportera sur toute la vertu que votre fille aura. Cessez de m'interrompre, et songez à vous taire sans mettre votre nez où vous n'avez que faire. Je n'en parle, monsieur, que pour votre intérêt. C'est prendre trop de soin. Taisez-vous, s'il vous plaît. Si l'on ne vous aimait. Je ne veux pas qu'on m'aime. Et je veux vous aimer, monsieur, malgré vous-même. Ah! Votre honneur, mes chers, et je ne puis souffrir qu'au brancard d'un chacun vous alliez vous offrir. Vous ne vous tirez point. C'est une conscience que de vous laisser faire une telle alliance. Du serpent, dont les traits effrontés. Vous êtes dévot et vous vous emportez? Oui, ma bile s'échauffe à toutes ces fadaises, et tout résolument, je veux que tu te taises. Soit. Mais ne disant mot, je n'en pense pas moins. Pense si tu le veux. Mais applique tes soins à ne m'en point parler ou... Suffit. Comme sage, j'ai pesé mûrement toute chose. J'enrage de ne pouvoir parler. Sans être damoiseau, Tartuffe est fait de sorte... Oui, c'est un beau museau. Que quand tu n'aurais même aucune sympathie pour tous les autres dons... La voilà bien lotie. Si j'étais en sa place, un homme assurément ne m'épouserait pas de force impunément. Et je lui ferais voir bientôt après la fête qu'une femme a toujours une vengeance prête. Donc, de ce que je dis, on ne fera nul cas. De quoi vous plaignez-vous? Je ne vous parle pas. Qu'est-ce que tu fais donc? Je me parle à moi-même. Fort bien. Pour châtier son insolence extrême, il faut que je lui donne un revers de ma main. Ma fille, vous devez approuver mon dessein. Croire que le mari que j'ai su vous élire... Que de te parles-tu? Je n'ai rien à me dire. Encore un petit mot? Il ne me plaît pas, moi. Certes, je t'y guettais. Quelque sotte, ma foi. Enfin, ma fille, il faut payer d'obéissance et montrer pour mon choix entière déférence. Je me moquerais fort de prendre un tel époux. Vous avez là, ma fille, une peste avec vous. Avec qui, sans péché, je ne saurais plus vivre. Je me sens hors d'état maintenant de poursuivre. Ces discours insolents m'ont mis l'esprit en feu. Et je vais prendre l'air pour me rasseoir un peu. Avez-vous donc perdu, dites-moi, la parole? Et faut-il qu'en ceci je fasse votre rôle? Souffrir qu'on vous propose un projet insensé sans que du moindre mot vous l'ayez repoussé. Contre-faire absolu, que veux-tu que je fasse? Ce qu'il faut pour parer une telle menace. Quoi? Lui dire qu'un cœur n'aime point par autrui, que vous vous mariez pour vous, non pas pour lui. Qu'étincelle pour qui se fait toute l'affaire. C'est à vous, non à lui, que le mari doit plaire. Et que si son Tartuffe est pour lui si charmant, il le peut épouser sans nul empêchement. Père, je l'avoue, assure-nous tant d'empire que je n'ai jamais eu la force de rien dire. Mais raisonnons. Valère a fait pour vous des pas. L'aimez-vous, je vous prie, ou ne l'aimez-vous pas? Oh, qu'envers mon amour, ton injustice est grande, Dorine. Me dois-tu faire cette demande? T'ai-je pas là-dessus ouvert 100 fois mon cœur? Et sais-tu pas pour lui jusqu'où va mon ardeur? Que sais-je? Si le cœur a parlé par la bouche, et si c'est tout de bon que cet amant vous touche. Je me fais un grand tort, Dorine, d'en douter. Mes vrais sentiments ont su trop éclater. Enfin, vous l'aimez donc. Oui, d'une ardeur extrême. Et selon l'apparence, il vous aime de même. Je le crois. Et tous deux brûlez également de vous voir mariés ensemble. Assurément. Sur cette autre union, quelle est donc votre attente? De me donner la mort si l'on me violente. Fort bien. C'est un recours où je ne songeais pas. Vous n'avez qu'à mourir pour sortir d'embarras. Le remède sans doute est merveilleux. J'enrage lorsque j'entends tenir ces sortes de langage. Mon Dieu, dans quelle humeur, Dorine, tu te rends? Tu ne compatis point au déplaisir des gens. Je ne compatis point à qui dit des sornettes. Et dans l'occasion mollie, comme vous faites. Mais que veux-tu? Si j'ai de la timidité. Mais l'amour dans un cœur veut de la fermeté. Mais n'en gardais-je pas pour les feux de Valère? Et n'est-ce pas à lui de m'obtenir d'un père? Mais quoi si votre père est un bourru fieffé, qui sait de son Tartuffe entièrement coiffé et manque à l'union qu'il avait arrêtée? La faute à votre amant doit-elle être imputée? Mais par un haut refus et d'éclatant mépris, ferais-je dans mon choix avoir un cœur trop épris? Sortirais-je pour lui quelque éclat dont il brille? De la pudeur du sexe et du devoir de fille. Que veux-tu que mes feux par le monde étalés? Non, non, je ne veux rien. Je vois que vous voulez être à Monsieur Tartuffe. Et j'aurais, quand j'y pense, tort de vous détourner d'une telle alliance. Quelle raison aurais-je à combattre vos vœux? Le parti de soi-même est fort avantageux. Monsieur Tartuffe, n'est-ce rien qu'on propose? Certes, Monsieur Tartuffe, à bien prendre la chose, n'est pas un homme, non, qui se mouche du pied. Et ce n'est pas peu d'heure que d'être sa moitié. Tout le monde déjà de gloire le couronne. Il est noble chez lui, bien fait de sa personne. Il a l'oreille rouge et le teint bien fleuri. Vous vivrez trop contente avec un tel mari. Mon Dieu! Quelle allégresse aurez-vous dans votre âme quand d'un époux si beau, vous vous verrez la femme. Oh, cesse, je te prie, un semblable discours.
Et contre cet hymen, ouvre-moi du secours. C'en est fait, je me rends et suis prête à tout faire. Non. Il faut qu'une fille obéisse à son père. Voulait-il lui donner un sage pour époux? Votre sort est fort beau. De quoi vous plaignez-vous? Vous irez par le coche en sa petite ville, quand oncles et cousins vous trouverez fertile et vous vous plairez fort à les entretenir. D'abord, chez le beau monde, on vous fera venir. Vous irez visiter pour votre bienvenue Madame la Baillive et Madame l'Élue, qui d'un siège pliant vous feront honorer. Là, dans le carnaval, vous pourrez espérer le bal et la grande bande, à savoir de musettes, et parfois Sagotin et les marionnettes. Si pourtant votre époux... Oh, tu me fais mourir. De tes conseils plutôt songe à me secourir. Je suis votre servante. Oh, Dorine, de grâce. Il ne faut pour vous punir que cette affaire passe. Ma pauvre fille. Non. Si, mais veut déclarer. Point. Tartuffe est votre homme et vous en tâterez. Tu sais qu'à toi toujours je me suis confiée, fais-moi. Non. Vous serez, ma foi, tartuffier. Eh bien, puisque mon sort ne saurait émouvoir, laisse-moi désormais tout à mon désespoir. C'est de lui que mon cœur empruntera de l'aide et je sais de mes mots l'infaillible remède. Et là, revenez. Je quitte mon courroux. Il faut nonobstant tout avoir pitié de vous. Vois-tu, si l'on m'expose à ce cruel martyre, je te le dis, Dorine, il faudra que j'expire. Ne vous tourmentez point. On peut adroitement empêcher. Mais voici Valère, votre amant. On vient de débiter, madame, une nouvelle que je ne savais pas et qui sans doute est belle. Quoi? Que vous épousez Tartuffe. Il est certain que mon père s'est mis en tête ce dessein. Votre père, madame? A changé de visée, la chose vient par lui de m'être proposée. Quoi? Sérieusement? Oui, sérieusement. Il s'est pour cet hymen déclaré hautement. Et quel est le dessein où votre âme s'arrête, madame? Je ne sais. La réponse est honnête, vous ne savez? Non. Non? Que me conseillez-vous? Je vous conseille, moi, de prendre cet époux. Vous me le conseillez? Oui, Tout de bon? sans doute, le choix est glorieux et vaut bien qu'on l'écoute. Eh bien, c'est un conseil, monsieur, que je reçois. Vous n'aurez pas grand-peine à le suivre, je crois. Pas plus qu'à le donner, on a souffert votre âme. Moi, je vous l'ai donné pour vous plaire, madame. Et moi, je le suivrai pour vous faire plaisir. Voyons ce qui pourra de ceci réussir. C'est donc ainsi qu'on aime. Et c'était tromperie quand vous... Ne parlons point de cela, je vous prie. Vous m'avez dit tout franc que je dois accepter celui que pour époux on me veut présenter. Et je déclare, moi, que je prétends le faire, puisque vous m'en donnez le conseil salutaire. Ne vous excusez point sur mes intentions. Vous aviez pris déjà vos résolutions, et vous vous saisissez d'un prétexte frivole pour vous autoriser à manquer de parole. Il est vrai, c'est bien dit. Sans doute. Et votre cœur n'a jamais eu pour moi de véritable ardeur. Hélas, permis à vous d'avoir cette pensée. Oui, oui, permis à moi. Mais mon âme offensée vous préviendra peut-être en un pareil dessein. Et je sais où porter et mes voeux et ma main. Oh, je n'en doute point. Et les ardeurs qu'excite le mérite. Mon Dieu, laissons là le mérite. J'en ai fort peu, sans doute, et vous en faites foi. Aux bontés qu'une autre aura pour moi, et j'en sais de qui l'âme à ma retraite ouverte consentira sans honte à réparer ma perte. La perte n'est pas grande, et de ce changement vous vous consolerez assez facilement. J'y ferai mon possible, et vous le pouvez croire. Un cœur qui nous oublie engage notre gloire. Il faut, à l'oublier, mettre aussi tous nos soins. Si l'on en vient à bout, on le doit feindre au moins. Et cette lâcheté jamais ne se pardonne de montrer de l'amour pour qui nous abandonne. Ce sentiment sans doute est noble et relevé. Fort bien. Et d'un chacun, il doit être approuvé. Et quoi, vous voudriez qu'à jamais, dans mon âme, je gardasse pour vous les ardeurs de ma flamme? Et vous visse à mes yeux passer en d'autres bras, sans mettre ailleurs un cœur dont vous ne voulez pas? Au contraire, pour moi c'est ce que je souhaite, et je voudrais déjà que la chose fût faite. Vous le voudriez? Oui. C'est assez m'insulter, madame. Et de ce pas, je vais vous contenter. Fort bien. Souvenez-vous au moins que c'est vous-même qui contraignez mon cœur à cet effort extrême. Oui. Et que le dessein que mon âme conçoit n'est rien qu'à votre exemple. À mon exemple, soit. Suffit. Vous allez être à point nommé servi. Tant mieux. Vous me voyez. C'est pour toute ma vie. À la bonne heure. Et Quoi? ne m'appelez-vous pas? Moi? Vous rêvez. Bien. Je poursuis dans mes pas. Adieu, madame. Adieu, monsieur. Pour moi, je pense que vous perdez l'esprit par cette extravagance. Et je vous ai laissé tout du long querellé pour voir où tout cela pourrait enfin aller. Quel est ton dessein? Qu'est-ce que tu veux faire? Vous bien remettre ensemble et vous tirer d'affaire. Êtes-vous fou d'avoir un pareil démêlé? N'as-tu pas entendu comme elle m'a parlé? Êtes-vous folle, vous, de vous être emportée? N'as-tu pas vu la chose et comme il m'a traité? Sottise des deux parts. Elle n'a d'autre soin que de se conserver à vous, j'en suis témoin.
Il n'aime que vous seul et n'a point d'autre envie que d'être votre époux. J'en réponds sur ma vie. Pourquoi donc me donner un semblable conseil? Pourquoi m'en demander sur un sujet pareil? Vous êtes fous tous deux. Ça, la main l'un et l'autre. Allons-vous? À quoi bon ma main? Ça, la vôtre? De quoi sert tout cela? Mon Dieu, vite, avancez. Vous vous aimez tous deux plus que vous ne pensez. Mais ne faites donc point les choses avec peine, et regardez un peu les gens sans nulle haine. À vous dire le vrai, les amants sont bien fous. Oh ça, n'ai-je pas lieu de me plaindre de vous? Et pour n'en point mentir, n'êtes-vous pas méchante de vous plaire à me dire une chose affligeante? Et vous n'êtes-vous pas l'homme le plus ingrat? Pour une autre saison, laissons tout ce débat. Et songeons à parer ce fâcheux mariage. Dis-nous donc quel ressort il faut mettre en usage. Nous en ferons agir de toutes les façons. Votre père se moque et ce sont des chansons. Mais pour vous, il vaut mieux qu'à son extravagance, d'un doux consentement, vous prêtiez l'apparence, afin qu'en cas d'alarme, il vous soit plus aisé de tirer en longueur cet hymen proposé. En attrapant du temps, à tout on remédie. Tantôt, vous payerez de quelque maladie, qui viendra tout à coup et voudra des délais. Tantôt, vous payerez de présages mauvais. Vous aurez fait d'un mort la rencontre fâcheuse, cassé quelques miroirs ou songé d'eau bourbeuse. Enfin, le bon de tout, c'est qu'à d'autres qu'à lui, on ne vous peut lier que vous ne disiez oui. Mais pour mieux réussir, il est bon, ce me semble, qu'on ne vous trouve point tous deux parlant ensemble. Sortez et sans tarder, employez vos amis pour vous faire tenir ce qu'on vous a promis. Nous allons réveiller les efforts de son frère et dans notre partie, jeter la belle-mère. Adieu. Quelques efforts que nous préparions tous. Ma plus grande espérance, à vrai dire, est en vous. Je ne vous réponds pas des volontés d'un père, mais je ne serai point à d'autres cavaliers. Que vous me comblez d'aise. Et quoi que puisse oser. Jamais les amants ne sont là de jaser. Sortez, vous dis-je. Enfin. Quel caquet est le vôtre? Tirez de cette part. Et vous, tirez de l'autre. Avec les complots et qu'à l'oreille un peu je lui dise 2 mots. Ah, Toutou, envers lui, comme envers votre père, plaisant à tout ce qu'elle dit, et pourrait bien avoir douceur de cœur pour elle. Elle oblige à le mander sur l'hymen qui vous trouble. Elle veut le sonder, savoir ses sentiments, et lui faire connaître quel fâcheux démêlé il pourra faire naître, s'il faut qu'à ce dessein, il prête quelque espoir. Son valet dit qu'il prie, et je n'ai pu le voir, mais ce valet m'a dit qu'il s'en allait descendre. Sortez donc, je vous prie, et me laissez l'attendre. Je puis être présent à tout cet entretien? Point, il faut qu'il soit seul. Je ne lui dirai rien. Vous vous moquez, on sait vos transports ordinaires, et c'est le vrai moyen de gâter les affaires. Sortez. Non, je vais voir sans me mettre en cours. Que vous êtes fâcheux. Il vient. Retirez-vous. Laurent. Serrez Maher avec moi et priez que toujours le ciel vous illumine. Si l'on vient pour me voir, je vais aux prisonniers, des aumônes que j'ai partagé les deniers. D'affectation et de forfanterie. Que voulez-vous? Vous dire... Oh, prenez-moi ce mouchoir. Comment? Couvrez ce sein que je ne saurais voir. Par de pareils objets, les âmes sont blessées, et cela fait venir de coupables pensées. Vous êtes donc bien tendre à la tentation, et la chair sur vos sens fait grande impression. Certes, je ne sais pas quelle chaleur vous monte, mais à convoiter, moi, je ne suis pas si prompte. Et je vous verrai nu du haut jusque en bas que toute votre peau ne tenterait pas. Mettez dans vos discours un peu de modestie ou je vais sur le champ vous quitter la partie. Non, non, c'est moi qui vais vous laisser en repos. Et je n'ai seulement qu'à vous dire un mot.
Madame va venir dans cette salle basse et d'un mot d'entretien vous demande la grâce. Hélas, très volontiers. Comme il se radoucit. Ma foi, je suis toujours pour ce que j'en ai dit. Viendra-t-elle bientôt? Je l'entends, ce me semble. Oui, c'est elle en personne et je vous laisse ensemble. Que le ciel, à jamais, par sa toute bonté, et de l'âme et du corps vous donne la santé, et bénisse vos jours autant que le désir le plus humble de ceux que son amour inspire. Je suis fort obligée à ce souhait pieux. Mais prenons une chaise afin d'être un peu mieux. Comment de votre mal vous sentez-vous remise? Fort bien. Et cette fièvre a bientôt quitté prise. Mes prières n'ont pas le mérite qu'il faut pour avoir attiré cette grâce d'en haut. Mais je n'ai fait au ciel nulle dévote instance qui n'ait eu pour objet votre convalescence. Votre zèle pour moi s'est trop inquiété. On ne peut trop chérir votre chère santé. Et pour la rétablir, j'aurais donné la mienne. C'est poussé bien avant la charité chrétienne. Et je vous dois beaucoup pour toutes ces bontés. Je fais bien moins pour vous que vous ne méritez. J'ai voulu vous parler en secret d'une affaire. Et suis bien aise ici qu'aucun ne nous éclaire. J'en suis ravi de même. Et sans doute il m'est doux, madame, de me voir seul à seul avec vous. C'est une occasion qu'au ciel j'ai demandée, sans que jusqu'à cette heure il me l'ait accordée. Pour moi, ce que je veux, c'est un mot d'entretien où tout votre cœur s'ouvre et ne me cache rien. Et je ne veux aussi, pour grâce singulière, que montrer à vos yeux mon âme tout entière, et vous faire serment que les bruits que j'ai faits des visites qu'ici reçoivent vos attraits ne sont pas envers vous les faits d'aucune haine, mais plutôt d'un transport, de zèle, qui m'entraîne et d'un pur mouvement. Je le prends bien aussi, et crois que mon salut vous donne ce souci. Oui, madame, sans doute, et ma ferveur est telle. Oh, vous me serrez trop. C'est par excès de zèle. De vous faire aucun mal, je n'eus jamais dessein, et j'aurais bien plus tôt... Que fait là votre main? Je tâte votre habit. L'étoffe en est moelleuse. De grâce, laissez. Je suis fort chatouilleuse. Mon Dieu, que de ce point l'ouvrage est merveilleux. On travaille aujourd'hui d'un air miraculeux. J'en mets en toutes choses, on a vu si bien faire. Il est vrai. Mais parlons un peu. On tient que mon mari veut dégager sa foi et vous donner sa fille. Est-il vrai? Dites-moi. Il m'en a dit 2 mots. Mais madame, à vrai dire, ce n'est pas le bonheur après quoi je soupire. Et je vois autre part les merveilleux attraits de la félicité qui fait tous mes souhaits. C'est que vous n'aimez rien des choses de la terre. Mon sein n'enferme pas un cœur qui soit de pierre. Pour moi, je crois qu'au ciel tendent tous vos soupirs et que rien ici-bas n'arrête vos désirs. L'amour qui nous attache aux beautés éternelles n'étouffe pas en nous l'amour des temporels. Nos sens facilement peuvent être charmés des ouvrages parfaits que le ciel a formés. Ces attraits réfléchis brillent dans vos pareils, mais il étale en vous ses plus rares merveilles. Il a sur votre face épanché des beautés dont les yeux sont surpris et les cœurs transportés. Et je n'ai pu vous voir, parfaite créature, sans admirer en vous l'auteur de la nature, et d'une ardente amour sentir mon cœur atteint au plus beau des portraits où lui-même il s'est peint. D'abord, j'appréhendais que cette ardeur secrète ne fût du noir esprit une surprise adrette. Et même à fuir vos yeux, mon cœur se résolut, vous croyant un obstacle à faire mon salut. Mais enfin, je connus, ô beauté tout aimable, que cette passion peut n'être point coupable, que je puis l'ajuster avec la pudeur. Et c'est ce qui m'y fait abandonner mon cœur. Ce m'est, je le confesse, une audace bien grande que d'oser de ce cœur vous adresser l'offrande. Mais j'attends en mes voeux tout de votre bonté, et rien des vains efforts de mon infirmité. En vous est mon espoir, mon bien, ma quiétude. De vous dépend ma peine ou ma béatitude. Et je vais être enfin, par votre seul arrêt,
Heureux, si vous voulez. Malheureux, s'il vous plaît. La déclaration est tout à fait galante. Mais elle est à vrai dire un peu... bien surprenante. Vous deviez, ce me semble, armer mieux votre sein et raisonner un peu sur un pareil dessein. Un dévot comme vous, et que partout on nomme... Pour être dévot, je n'en suis pas moins homme. Mais lorsqu'on vient à voir vos célestes appas, un cœur se laisse prendre et ne raisonne pas. Je sais qu'un tel discours de moi paraît étrange. Mais madame, après tout, je ne suis pas un ange. Et si vous condamnez l'aveu que je vous fais, vous devez vous en prendre à vos charmants attraits. Dès que j'en vis briller la splendeur plus qu'humaine, de mon intérieur vous fûtes souveraine, de vos regards divins, d'ineffable douceur, força la résistance où s'obstinait mon cœur. Elle surmonta tout, jeûne, prière, larmes, et tourna tous mes vœux du côté de vos charmes. Mes yeux et mes soupirs vous l'ont dit 1000 fois. Et pour mieux m'expliquer, j'emploie ici la voix. Que si vous contemplez d'une âme un peu bénigne les tribulations de votre esclave indigne, s'il faut que vos bontés veuillent me consoler, et jusqu'à mon néant daignent se ravaler, j'aurai toujours pour vous, ô suave merveille, une dévotion à nulle autre pareille. Votre honneur avec moi ne court point de hasard, et n'a nulle disgrâce à craindre de ma part. Tous ces galants de cour dont les femmes sont folles, sont bruyants dans leurs faits et vains dans leurs paroles. De leur progrès, sans cesse, on les voit se targuer. Ils n'ont point de faveur qu'ils n'aillent divulguer. Et leur langue indiscrète, en qui l'on se confie, déshonore l'autel où leur cœur sacrifie. Mais les gens comme nous brûlent d'un feu discret, avec qui pour toujours on est sûr du secret. Le soin que nous prenons de notre renommée répond de toutes choses à la personne aimée. Et c'est en nous qu'on trouve, acceptant notre cœur, de l'amour sans scandale et du plaisir sans peur. Je vous écoute dire, et votre rhétorique, en termes assez forts, à mon âme s'explique. N'appréhendez-vous point que je ne sois d'humeur à dire à mon mari cette galante ardeur, et que le prompt avis d'un amour de la sorte ne peut bien altérer l'amitié qu'il vous porte? Je sais que vous avez trop de bénignité, et que vous ferez grâce à ma témérité, que vous m'excuserez sur l'humaine faiblesse des violents transports d'un amour qui vous blesse, et considérerez en regardant votre air que l'on n'est pas aveugle, et qu'un homme est de chair. D'autres prendraient cela d'autre façon, peut-être. Mais ma discrétion se veut faire paraître. Je ne redirai point l'affaire à mon époux. Mais je veux en revanche une chose de vous. C'est tout franc et sans nulle chicane, l'union de Valère avec Marianne, de renoncer vous-même à l'injuste pouvoir qui veut du bien d'un autre enrichir votre espoir et... Non, madame, non! Ceci doit se répandre. J'étais en cet endroit d'où j'ai pu tout entendre. Et la bonté du ciel m'y semble avoir conduit pour confondre l'orgueil d'un traître qui me nuit, pour m'ouvrir une voie à prendre la vengeance de son hypocrisie et de son insolence, à détromper mon père, et lui mettre en plein jour l'âme d'un scélérat qui vous parle d'amour. Non, Damis. Il suffit qu'il se rende plus sage et tâche à mériter la grâce où je m'engage. Puisque je l'ai promis, ne m'en dédites pas. Ce n'est point mon humeur de faire des éclats. Une femme se rit de sottises pareilles, et jamais d'un mari n'en trouble les oreilles. Vous avez vos raisons pour en user ainsi, et pour faire autrement, j'ai les miennes aussi. Le fourbe, trop longtemps, a gouverné mon père, et desservi mes feux avec ceux de Valère. Il faut que du perfide il soit désabusé. Et le ciel, pour cela, m'offre un moyen aisé.
De cette occasion, je lui suis redevable, et pour la négliger, elle est trop favorable. Ce serait mérité qu'il me la vînt ravir que de l'avoir en main et ne m'en pas servir. Damis! Non, s'il vous plaît, il faut que je me croie. Mon âme est maintenant au comble de sa joie. Et vos discours, en vain, prétendent m'obliger à quitter le plaisir de me pouvoir venger. Sans aller plus avant, je vais vider l'affaire. Et voici justement de quoi me satisfaire. Nous allons régaler mon père, votre abord, d'un incident tout frais qui vous surprendra fort. Vous êtes bien payé de toutes vos caresses. Et monsieur, d'un beau prix, reconnaît vos tendresses. Son grand zèle pour vous vient de se déclarer. Il ne va pas à moins qu'à vous déshonorer. Et je l'ai surpris là, qui faisait à madame l'injurieux aveu d'une flamme. Elle est d'une humeur douce et son cœur trop discret voulait à toute force en garder le secret. Mais je ne puis flatter une telle impudence et croire que vous la taire et vous faire une offense. Oui, je tiens que jamais de tous ces vains propos, on ne doit d'un mari traverser le repos. Que ce n'est point de là que l'honneur peut dépendre, et qu'il suffit pour nous de savoir nous défendre. Ce sont mes sentiments. Et vous n'auriez rien dit, Damis, si j'avais eu sur vous quelque crédit. Ce que je viens d'entendre, Osquiel, est-il croyable? Oui, mon frère, je suis un méchant, un coupable. Un malheureux pécheur tout plein d'iniquité, le plus grand scélérat qui jamais ait été. Chaque instant de ma vie est chargé de souillure, elle n'est qu'un amas de crimes et d'ordures. Et je vois que le ciel, pour ma punition, me veut mortifier en cette occasion. De quelque grand forfait qu'on me puisse reprendre, je n'ai garde d'avoir l'orgueil de m'en défendre. Croyez ce qu'on vous dit, armez votre courroux, et comme un criminel, chassez-moi de chez vous. Je ne saurais avoir tant de honte en partage que je n'en ai encore mérité davantage. Ah, traître! Oses-tu bien par cette fausseté vouloir de sa vertu ternir la pureté? Quoi, la feinte douceur de cet homme hypocrite vous fera démentir? Tais-toi, peste maudite! Oh, laissez-le parler, vous l'accusez à tort et vous ferez bien mieux de croire à son rapport. Pourquoi sur un tel fait m'être si favorable? Savez-vous après tout de quoi je suis capable? Vous fiez-vous, mon frère, à mon extérieur et pour tout ce qu'on voit, me croyez-vous meilleur? Non, non, vous vous laissez tromper à l'apparence et je ne suis rien moins hélas que ce qu'on pense. Tout le monde me prend pour un homme de bien, mais la vérité pure est que je ne vaux rien. Oui, mon cher fils, parlez. Traitez-moi de perfide, d'infâme, de perdu, de voleur, d'homicide. Accablez-moi de noms encore plus détestés, je n'y contredis pas, je les ai mérités. Et j'en veux à genoux souffrir l'ignominie comme une honte due au crime de ma vie. Mon frère, c'en est trop, ton cœur ne se rend point, traître. Quoi, ces discours vous séduiront au point d'être... Tais-toi, panda! Mon frère, élevez-vous de grâce, infâme. Il peut... Tais-toi! T'enrage, quoi, je passe. Si tu dis un seul mot, je te romprai les bras. Mon frère, au nom de Dieu, ne vous emportez pas. J'aimerais mieux souffrir la peine la plus dure qu'il eût reçu pour moi la moindre égratignure. Ingrat. Laissez-le en paix, il faut à 2 genoux vous demander sa grâce. Hélas, vous moquez-vous. Qu'aucun voit sa bonté. Donc, Tais! quoi, je... Tais, dis-je! Je sais bien quel motif à l'attaquer t'oblige. Vous le haïssez tous. Et je vois aujourd'hui femmes, enfants et valets déchaînés contre lui. On met impudemment toutes choses en usage pour ôter de chez moi ce dévot personnage. Mais plus on fait d'efforts afin de l'en bannir, plus j'en veux employer, à l'y mieux retenir, et je vais me hâter de lui donner ma fille pour confondre l'orgueil de toute ma famille. À recevoir sa main, on pense l'obliger? Oui, traître. Et dès ce soir, pour vous faire enrager. Ah, je vous brave tous, et vous ferai connaître qu'il faut qu'on m'obéisse, et que je suis le maître. Allons, qu'on se rétracte. Et qu'à l'instant fripon, on se jette à ses pieds pour demander pardon. Qui, moi? De ce coquin qui, par ses impostures... Toi, tu résistes, gueux, et lui dis des injures, un bâton, un bâton. Ne me retenez pas. Su que de ma maison on sorte de ce pas, et que d'y revenir on n'ait jamais l'audace. Oui, je sortirai. Mais... Vite! Quittons la place, je te prive, pendard de ma succession, et te donne de plus la malédiction. Offenser de la sorte une sainte personne. Ô ciel, pardonne-lui comme je lui pardonne. Si vous pouviez savoir avec quel déplaisir je vois qu'envers mon frère on tâche à me noircir. Hélas. Le seul pensée de cette ingratitude fait souffrir à mon âme un supplice si rude. L'horreur que j'en conçois. J'ai le cœur si serré que je ne puis parler. Je crois que j'en mourrai. Coquin, je me repens que ma main t'ait fait grâce, et ne t'ai pas d'abord assommé sur la place. Remettez-vous, mon frère, et ne vous fâchez pas. Rompons. Rompons le cours de ces fâcheux débats. Je regarde aussi en quel grand trouble j'apporte et crois qu'il est besoin, mon frère, que j'en sorte. Comment vous moquez-vous? On m'y est.
Et je vois qu'on cherche à vous donner des soupçons de ma foi. Qu'importe, voyez-vous que mon cœur les écoute. On ne manquera pas de poursuivre, sans doute. Et ces mêmes rapports qui, si vous rejetez, peut-être une autre fois, seront-ils écoutés? Non, mon frère, jamais. Ah, mon frère, une femme. Aisément, d'un mari peut bien surprendre l'âme. Non, non. Laissez-moi vite, en m'éloignant d'ici, leur ôter tout sujet de m'attaquer ainsi. Non, vous demeurerez. Il y va de ma vie. Eh bien, il faudra donc que je me mortifie. Pourtant, si vous vouliez... Oh! Soit, n'en parlons plus. Mais je sais comme il faut en user là-dessus. L'honneur est délicat et l'amitié m'engage à prévenir les bruits et les sujets d'ombrage. Je fuirai votre épouse et vous ne me verrez... Non. En dépit de tous, vous la fréquenterez. Faire enrager le monde est ma plus grande joie, et je veux qu'à toute heure, avec elle, on vous voit. Ce n'est pas tout encore. Pour les mieux bravés, tous, je ne veux pas avoir d'autre héritier que vous. Et je vais, de ce pas, en fort bonne manière, vous faire de mon bien donation entière. Un bon et franc ami que pour gendre je prends, mais bien plus cher que fils, que femme et que parent. N'accepterez-vous pas ce que je vous propose? La volonté du ciel soit faite en toutes choses. Le pauvre homme. Allons vite en dresser un écrit, et que puisse l'envie en crever de dépit. N'est-il pas d'un chrétien de pardonner l'offense et d'éteindre en son cœur tout désir de vengeance? Et devez-vous souffrir pour votre démêlé que du logis d'un vilé? Je vous le dis encore et parle avec franchise, il n'est petit ni grand qui ne s'en scandalise. Et si vous m'en croyez, vous pacifierez tout et ne pousserez point les affaires à bout. Sacrifiez à Dieu toute votre colère et remettez le Fils en grâce avec le Père. Hélas, je le voudrais quant à moi de bon cœur. Je ne garde pour lui, monsieur, aucune aigreur. Je lui pardonne tout, de rien je ne le blâme. Et voudrais le servir du meilleur de mon âme. Mais l'intérêt du ciel n'y saurait consentir. Et s'il rentre séance, c'est à moi d'en sortir. Après son action qui n'eut jamais d'égal, le commerce entre nous porterait du scandale. Dieu sait ce que d'abord, dans le monde, on croirait. À pure politique, on me l'imputerait, et l'on dirait partout que, me sentant coupable, je feins pour qui m'accuse un zèle charitable, que mon cœur l'appréhende et veut le ménager pour le pouvoir sous-main au silence engagé. Vous nous payez ici d'excuses colorées, et toutes vos raisons, monsieur, sont tirées des intérêts du ciel. Pourquoi vous chargez-vous? Pour punir le coupable, a-t-il besoin de nous? Laissez-lui le soin de ses vengeances. Ne songez qu'au pardon qu'il prescrit des offenses et ne regardez point aux jugements humains quand vous suivez du ciel les ordres souverains. Quoi? Le faible intérêt de ce qu'on pourra croire d'une bonne action empêchera la gloire? Non. Non, faisons toujours ce que le ciel prescrit et d'aucun autre soin ne nous brouillons l'esprit. Je vous ai déjà dit que mon cœur lui pardonne et sait faire, monsieur, ce que le ciel ordonne. Mais après le scandale et l'affront d'aujourd'hui, le ciel n'ordonne pas que je vive avec lui. Et vous ordonne-t-il, monsieur, d'ouvrir pur caprice à son père conseil et d'accepter le don qui vous est fait d'un bien où le droit vous oblige à ne prétendre rien? Ceux qui me connaîtront n'auront point la pensée que ce soit un effet d'une âme. Tous les biens de ce monde ont pour moi peu d'appât. De leur éclat trompeur, je ne m'éblouis pas. Et si je me résous à recevoir du Père cette donation qu'il a voulu me faire, ce n'est à dire vrai que parce que je crains que tout ce bien ne tombe en de méchantes mains.
qu'il ne trouve des gens qui, l'ayant en partage, en fassent dans le monde un criminel usage, et ne s'en servent pas ainsi que j'ai des saints pour la gloire du ciel et le bien du prochain. Eh, monsieur, n'ayez point ces délicates craintes qui d'injustes héritiers peuvent causer les plaintes. Souffrez sans vous vouloir embarrasser de rien, qu'il soit à ses périls possesseur de son bien. Et songez qu'il vaut mieux encore qu'il en mésuse que si de l'en frustrer, il faut qu'on vous accuse. J'admire seulement que, sans confusion, vous en ayez souffert la proposition. Car enfin, le vrai zèle a-t-il quelques maximes qui montrent à dépouiller l'héritier légitime? Et s'il faut que le ciel, dans votre cœur, ait mis un invincible obstacle à vivre avec Damis, ne vaudrait-il pas mieux qu'en personne discrète, vous fissiez de séance une honnête retraite, que de souffrir ainsi contre toute raison, qu'on en chasse pour vous le fils de la maison? Croyez-moi, c'est donné de votre prud'homie, monsieur. Il est, monsieur, 3h30. Certains devoirs pieux me demandent là-haut, et vous m'excuserez de vous quitter si tôt. Ah! De grâce, avec nous employez-vous pour elle, monsieur. Son âme souffre une douleur mortelle, et l'accord que son père a conclu pour ce soir la fait à tout moment entrer en désespoir. Il va venir. Joignons nos efforts, je vous prie, et tâchons d'ébranler de force ou d'industrie ce malheureux dessein qui nous a tous troublés. Ah, je me réjouis de vous voir assemblés. Je porte en ce contrat de quoi vous faire rire, et vous savez déjà ce que cela veut dire. Mon père, au nom du ciel qui connaît ma douleur, et par tout ce qui peut émouvoir votre cœur, relâchez-vous un peu des droits de la naissance, et dispensez mes vœux de cette obéissance. Si contre un doux espoir que j'avais pu former, vous me défendez d'être à ce que j'ose aimer, au moins par vos bontés qu'à vos genoux j'implore, sauvez-moi du tourment d'être à ce que j'abhorre. Et ne me portez point à quelque désespoir en vous servant sur moi de tout votre pouvoir. Allons, ferme mon cœur, point de faiblesse humaine. Vos tendresses pour lui ne me font point de peine. Faites-les éclater, donnez-lui votre bien. Si ce n'est assez, joignez-y tout le mien, j'y consens de bon cœur et je vous l'abandonne. Mais au moins, n'allez pas jusque à ma personne. Et souffrez qu'un couvent dans les austérités use les tristes jours que le ciel m'a comptés. Ah, voilà justement de mes religieuses, lorsqu'un père combat leurs flammes amoureuses. Debout! Plus votre cœur répugne à l'accepter, plus ce sera pour vous matière à mériter. Mortifiez vos sens avec ce mariage et ne me rompez pas la tête davantage. Mais quoi? Taisez-vous, vous! Parlez à votre écho. Je vous défends tout net d'oser dire un seul mot. Si par quelques conseils vous souffrez qu'on réponde... Mon frère, vos conseils sont les meilleurs du monde, ils sont bien raisonnés et j'en fais un grand cas, mais vous trouverez bon que je n'en use pas. À voir ce que je vois, je ne sais plus que dire. Et votre aveuglement fait que je vous admire. C'est être bien coiffé, bien prévenu de lui que de nous démentir sur le fait d'aujourd'hui. Je suis votre valet, crois les apparences. Pour mon fripon de fils, je sais vos complaisances. Et vous avez eu peur de le désavouer du trait qu'à ce pauvre homme il a voulu jouer. Vous étiez trop tranquille, enfin, pour être cru. Et vous auriez paru d'autre manière, ému. Est-ce qu'au simple aveu d'un amoureux transport, il faut que notre honneur se gendarme si fort? Et ne peut-on répondre à tout ce qui le touche que le feu dans les yeux et l'injure à la bouche? Pour moi, de tels propos, je me ris simplement. Et l'éclat là-dessus ne me plaît nullement. J'aime qu'avec douceur nous nous montrions sages. Et ne suis point du tout pour ces prudes sauvages dont l'honneur est armé de griffes et de dents et veut au moindre mot dévisager les gens. Me préserve le ciel d'une telle sagesse. Je veux une vertu qui ne soit point diablesse et crois que d'un refus, la discrète froideur n'en est pas moins puissante à rebuter un cœur. Enfin, je sais la faire et ne prends point le change. J'admire encore un coup cette faiblesse étrange. Mais que me répondrait votre incrédulité si je vous faisais voir qu'on vous dit vérité? Voir? Oui. Chanson. Mais quoi? Si je trouvais manière de vous le faire voir avec pleine lumière? Compte en l'air. Quel homme! Au moins répondez-moi. Je ne vous parle pas de nous ajouter foi, mais supposons ici que d'un lieu qu'on peut prendre, on vous fit clairement tout voir et tout entendre. Que diriez-vous alors de votre homme de bien? En ce cas, je dirais que... Je ne dirais rien car cela ne se peut. L'erreur trop longtemps dure. Et c'est trop condamner ma bouche d'imposture. Il faut que par plaisir, et sans aller plus loin, de tout ce qu'on vous dit, je vous fasse témoin.
Soit, je vous prends au mot. Nous verrons votre adresse et comment vous pourrez remplir cette promesse. Faites-le-moi venir. Son esprit est rusé, et peut-être à surprendre, il sera malaisé. Non, on est aisément dupé par ce qu'on aime, et l'amour-propre engage à se tromper soi-même. Faites-le-moi descendre. Et vous, retirez-vous. Approchons cette table. Et vous mettez dessous. Comment? Vous bien cacher est un point nécessaire. Pourquoi sous cette table? Oh mon Dieu, laissez faire. J'ai mon dessin en tête et vous en jugerez. Mettez-vous là, vous dis-je. Et quand vous y serez, gardez qu'on ne vous voie et qu'on ne vous entende. Je confesse qu'ici, ma complaisance est grande. Mais de votre entreprise, il vous faut voir sortir. Vous n'aurez que, je crois, rien à me repartir. Au moins, je vais toucher une étrange matière. Ne vous scandalisez en aucune manière. Quoi que je puisse dire, il doit m'être permis. Et c'est pour vous convaincre, ainsi que j'ai promis. Je vais, par des douceurs, puisque j'y suis réduite, faire poser le masque à cette âme hypocrite, flatter de son amour les désirs effrontés et donner un champ libre à ses témérités. Comme c'est pour vous seul, et pour mieux le confondre, que mon âme à ses vœux va feindre de répondre, j'aurai lieu de cesser dès que vous vous rendrez, et les choses n'iront que jusqu'où vous voudrez. C'est à vous d'arrêter son ardeur insensée, quand vous croirez l'affaire à ses avant-poussées, d'épargner votre femme, et de ne m'exposer qu'à ce qu'il vous faudra pour vous désabusé. Ce sont vos intérêts. Vous en serez le maître, et... On vient, tenez-vous, et gardez de paraître. On m'a dit qu'en ce lieu, vous me vouliez parler. Oui, l'on a des secrets à vous y révéler. Mais tirez cette porte avant qu'on vous les dise. Et regardez partout. De crainte de surprise. Une affaire pareille à celle de tantôt n'est pas assurément ici ce qu'il nous faut. Jamais il ne s'est vu de surprise de même. Damis m'a fait pour vous une frayeur extrême. Et vous avez bien vu que j'ai fait mes efforts pour rompre son dessein et calmer ses transports. Mon trouble, il est bien vrai, m'a si fort possédé que de le démentir, je n'ai point eu l'idée. Mais par là, grâce au ciel, tout a bien mieux été et les choses en sont en plus de sûreté. L'estime où l'on vous tient a dissipé leur âge, et mon mari de vous ne peut prendre d'ombrage. Pour mieux braver l'éclat des mauvais jugements, il veut que nous soyons ensemble à tout moment. Et c'est par où je puis, sans peur d'être blâmée, me trouver ici seule avec vous, enfermée. Et ce qui m'autorise à vous ouvrir un cœur, un peu trop prompt peut-être, à souffrir votre ardeur. Ce langage à comprendre est assez difficile, madame. Et vous parliez tantôt d'un autre style. Si d'un tel refus vous êtes encouru, que le cœur d'une femme est mal connu de vous, et que vous savez peu ce qu'il veut faire entendre, lorsque si faiblement on le voit se défendre. Toujours, notre pudeur combat dans ces moments ce qu'on peut nous donner de tendres sentiments,
quelque raison qu'on trouve à l'amour qui nous dompte, on trouve à l'avouer toujours un peu de honte. On s'en défend d'abord, mais de l'air qu'on s'y prend, on fait connaître assez que notre cœur se rend. Qu'à nos vœux, par honneur, notre bouche s'oppose, et que de tels refus promettent toute chose. C'est vous faire sans doute un assez libre aveu, et sur notre pudeur me ménager bien peu. Mais, puisque la parole enfin en est lâchée, à retenir d'amis, me serais-je attachée? Aurais-je, je vous prie, avec tant de douceur, écouté tout au long l'offre de votre cœur? Aurais-je pris la chose ainsi qu'on m'a vu faire, si l'offre de ce cœur n'eût eu de quoi me plaire? Et lorsque j'ai voulu moi-même vous forcer à refuser l'hymen qu'on venait d'annoncer, qu'est-ce que cette instance a dû vous faire entendre? Que l'intérêt qu'en vous on s'avise de prendre et l'ennui qu'on aurait, que ce nœud qu'on résout vint partager du moins un cœur que l'on veut tout. C'est sans doute, madame, une douceur extrême que d'entendre ces mots d'une bouche qu'on aime. Leur miel dans tous mes sens fait couler à longs traits une suavité qu'on ne goûta jamais. Le bonheur de vous plaire est ma suprême étude, et mon cœur de vos vœux fait sa béatitude. Mais ce cœur vous demande ici la liberté d'oser douter un peu de sa félicité. Je puis croire ces mots un artifice honnête pour m'obliger à rompre un hymen qui s'apprête. Et s'il faut librement m'expliquer avec vous, je ne me fierai point à des propos si doux qu'un peu de vos faveurs, après quoi je soupire, ne vienne m'assurer tout ce qu'ils m'ont pu dire et planter dans mon âme une constante foi des charmantes bontés que vous avez pour moi. Quoi? Penses-tu à vous faire un aveu des plus doux? Cependant, ce n'est pas encore assez pour vous, et l'on ne peut aller à vous satisfaire qu'aux dernières faveurs on ne pousse à faire. Moins on mérite un bien, moins on l'ose espérer. Nos vœux sur des discours on peine à s'assurer, on soupçonne aisément un sort tout plein de gloire, et l'on veut en jouir avant que de le croire. Pour moi, qui crois si peu mériter vos bontés, je doute du bonheur de mes témérités, et je ne croirai rien que vous n'ayez, madame, par des réalités su convaincre ma flamme. Mon Dieu, que votre amour, en vrai tyran, agit, et qu'en un trouble étrange, il me jette l'esprit, que sur les cœurs, il prend un furieux empire, et qu'avec violence, il veut ce qu'il désire. Quoi? De votre poursuite, on ne peut se parer, et vous ne donnez pas le temps de respirer. S'y est-il bien de tenir une rigueur si grande, de vouloir sans quartier les choses qu'on demande, et d'abuser ainsi, par vos efforts pressants, du faible que pour vous, vous voyez qu'ont les gens? Mais si d'un œil bénin vous voyez mes hommages, pourquoi m'en refuser d'assurer témoignage? Mais comment consentir à ce que vous voulez sans offenser le ciel dont toujours vous parlez? Si ce n'est que le ciel qu'à mes volons n'oppose, lever un tel obstacle est pour moi peu de choses, et cela ne doit point retenir votre cœur. Mais des arrêts du ciel, on nous fait tant de peur. Je puis vous dissiper ces craintes ridicules, madame. Et je sais l'art de lever les scrupules. Le ciel défend de vrai certains contentements, mais on trouve avec lui des accommodements. Selon divers besoins, il est une science d'étendre les liens de notre conscience et de rectifier le mal de l'action avec la pureté de notre intention. De ces secrets, madame, on saura vous instruire. Vous n'avez seulement qu'à vous laisser conduire. Contentez mon désir et n'ayez point d'effroi, je vous réponds de tout et prends le mal sur moi. Vous toussez fort, madame. Oui, je suis au supplice. Vous plaît-il un morceau de ce jus de réglisse? C'est un rhume obstiné, sans doute. Et je vois bien que tous les jus du monde ici ne feront rien. Cela certes est fâcheux. Oui, plus qu'on ne peut dire. Enfin, votre scrupule est facile à détruire. Vous êtes assuré ici d'un plein secret. Et le mal n'est jamais que dans l'éclat qu'on fait le scandale du monde et ce qui fait l'offense. Et ce n'est pas pécher que pécher en silence. Enfin, je vois qu'il faut se résoudre à céder.
qu'il faut que je consente à vous tout accorder et qu'à moins de cela, je ne dois point prétendre qu'on puisse être content et qu'on veuille se rendre. Sans doute il est fâcheux d'en venir jusque-là, et c'est bien malgré moi que je franchis cela, mais puisque l'on s'obstine à m'y vouloir réduire, puisqu'on ne veut point croire à tout ce qu'on peut dire et qu'on veut des témoins qui soient plus convaincants, il faut bien s'y résoudre et contenter les gens. Si ce consentement porte en soi quelque offense, tant pis pour qui me force à cette violence. La faute, assurément, n'en doit pas être à moi. Oui, madame, on s'en charge, et la chose de soi. Ouvrez un peu la porte et voyez, je vous prie, si mon mari n'est point dans cette galerie. Que-t-il besoin pour lui du soin que vous prenez? C'est un homme entre nous, amené par le nez de tout. Nos entretiens, il est pour faire gloire. Et je l'ai mis au point de voir tout sans rien croire. Il n'importe, sortez, je vous prie, un moment. Et partout, là, dehors, voyez exactement. Voilà, je vous l'avoue, un abominable homme. Je n'en puis revenir, et tout ceci m'assomme. Quoi, vous sortez si tôt? Vous vous moquez des gens? Rentrez sous le tapis. Il n'est pas encore temps. Attendez jusqu'au bout pour voir les choses sûres. Et ne vous fiez point aux simples conjectures. Non, rien de plus méchant n'est sorti de l'enfer. Mon Dieu, l'on ne doit point croire trop de léger. Laissez-vous bien convaincre avant que de vous rendre. Et ne vous hâtez pas, de peur de vous méprendre. Tout conspire, madame, à mon contentement. J'ai visité de l'œil tout cet appartement. Personne ne s'y trouvait, mon âme ravie. Tous deux, vous suivez trop votre amoureuse envie et vous ne devez pas vous tant passionner. Ah, l'homme de bien, vous m'en voulez donner. Comme aux tentations s'abandonne votre âme. Vous épousiez ma fille et convoitiez ma femme. J'ai douté fort longtemps que ce fût tout de bon et je croyais toujours qu'on changerait de ton, mais c'est assez avant pousser le témoignage. Je m'y tiens et n'en veux pour moi pas davantage. C'est contre mon humeur que j'ai fait tout ceci, mais l'on m'a mis au point de vous traiter ainsi. Quoi, vous croyez? Allons, point de bruit, je vous prie, dénichons l'océan et sans cérémonie. Mon dessein... Ces discours ne sont plus de saison, il faut tout sur le champ sortir de la maison. C'est à vous d'en sortir. Vous, qui parlez en maître, la maison m'appartient, je le ferai. Et vous montrerez bien qu'en vain on a recours pour me chercher querelle, à ces larges détours, qu'on éploie tout l'on pense en me faisant injure. J'ai de quoi confondre et punir l'imposture, venger le ciel, qu'on blesse, et faire repentir ceux qui parlent ici de me faire sortir. Quel est donc ce langage? Et qu'est-ce qu'il veut dire? Ma foi, je suis confus et n'ai pas lieu de rire. Comment? Je vois ma faute aux choses qu'il me dit, et la donation m'embarrasse l'esprit. La donation? Oui, c'est une affaire faite. Mais j'ai quelque autre chose qui m'inquiète. Et quoi? Vous saurez tout, mais voyons au plus tôt si certaines cassettes est encore là-haut. Où voulez-vous courir? Parce que sais-je? Il me semble que l'on doit commencer par consulter ensemble les choses qu'on peut faire en cet événement. Cette cassette-là me trouble plus que le reste encore, elle me désespère. Cette cassette est donc un important mystère? C'est un dépôt qu'Argas, cet ami que je plains lui-même en grand secret, m'a mise entre les mains. Pour cela, dans sa fuite, il me voulut élire, et ce sont des papiers, à ce qu'il m'a pu dire, où sa vie et ses biens se trouvent attachés. Pourquoi donc les avoir en d'autres mains lâchés? Ce fut par un motif de cas de conscience. J'allais droit à mon traître en faire confidence, et son raisonnement me vint persuader de lui donner plutôt la cassette à garder, afin que pour nier, en cas de quelque enquête, j'eusse d'un faux fuyant la faveur toute prête, par où ma conscience eut pleine sûreté à faire des serments contre la vérité. Vous voilà mal, au moins si j'en crois l'apparence. Et la donation et cette confidence sont, à vous en parler selon mon sentiment, des démarches par vous faites légèrement. Quoi, sous un beau semblant de ferveur si touchante, cacher un cœur si double, une âme si méchante. Et moi qui l'ai reçu gueusant et n'ayant rien. En effet,
Je renonce à tous les gens de bien, j'en aurai désormais une horreur effroyable et m'en vais devenir pour eux pire qu'un diable. Eh bien, ne voilà pas de vos emportements. Vous ne gardez en rien les doux tempéraments. Quoi, parce qu'un fripon vous dupe avec audace sous le pompeux éclat d'une austère grimace, vous voulez que partout on soit fait comme lui? Et qu'aucun vrai dévot ne se trouve aujourd'hui? Gardez-vous, s'il se peut, d'honorer l'imposture, mais au vrai zèle aussi, n'allez pas faire injure. Et s'il vous faut tomber dans une extrémité, péchez plutôt encore de cet autre côté. Quoi, mon père? Est-il vrai qu'un coquin vous menace? Qu'il n'ait point de bienfait qu'en son âme il l'efface? Et que son lâche orgueil, trop digne de Kourou, se fait de vos bontés des armes contre vous? Oui, mon fils. Et j'en sens des douleurs non pareilles. Laissez-moi! Je lui veux couper les deux oreilles. Contre son insolence, on ne doit point gauchir. C'est à moi, tout d'un coup, de vous en affranchir. Et pour sortir d'affaire, il faut que je l'assomme. Voilà tout justement parler en vrai jeune homme. Modérez, s'il vous plaît, ces transports éclatants. Nous vivons sous un règne et sommes dans un temps où par la violence on fait mal ses affaires. Qu'est-ce? J'apprends ici de terribles mystères. Ce sont des nouveautés dont mes yeux sont témoins. Et vous voyez le prix dont sont payés mes soins. Je recueille avec zèle un homme en sa misère. Je le loge et le tiens comme mon propre frère. De bienfaits, chaque jour, il est par moi chargé. Je lui donne ma fille et tout le bien que j'ai. Et dans le même temps, le perfide, l'infâme, tente le noir dessein de suborner ma femme, me chasse de mon bien où je l'ai transféré et me réduit au point d'où je l'ai retiré. Le pauvre homme. Mon fils, je ne puis du tout croire qu'il ait voulu commettre une action si noire. Comment? Les gens de bien sont envieux toujours. Que voulez-vous donc dire avec votre discours, ma mère? Que chez vous envie d'étranges sortent, et qu'on ne sait que trop la haine qu'on lui porte. Qu'a cette haine à faire avec ce qu'on vous dit? Je vous l'ai dit 100 fois quand vous étiez petit. La vertu dans le monde est toujours poursuivie. Les envieux mourront, mais n'ont jamais l'envie. Mais que fait ce discours aux choses d'aujourd'hui? On vous aura forgé sans saut compte de lui. Je vous ai dit déjà que j'ai vu tout moi-même. Des esprits médisants, la malice est extrême. Vous me feriez damner, ma mère. Je vous dis que j'ai vu de mes yeux un crime si hardi. Les langues ont toujours du venin à répandre, et rien n'est ici bas qui s'en puisse défendre. C'est tenir un propos de sens bien dépourvu. Je l'ai vu, dis-je. Vu de mes propres yeux. Vu ce qu'on appelle vu. Faut-il vous le rebattre aux oreilles 100 fois et crier comme 4? Mon Dieu, le plus souvent l'apparence déçoit. Il ne faut pas toujours juger sur ce qu'on voit. J'enrage. Au faux soupçon, la nature est sujette, et c'est souvent à mal que le bien s'interprète. Je dois interpréter à charitable soin le désir d'embrasser ma femme? Il est besoin pour accuser les gens d'avoir de justes causes, et vous deviez attendre à vous voir sur des choses. Eh, diantre, le moyen de m'en assurer mieux. Je devais donc, ma mère, attendre qu'à mes yeux, il eût... Feriez dire quelques sottises. Enfin, de trop pur zèle, on voit son âme éprise. Et je ne puis du tout me mettre dans l'esprit qu'il ait voulu tenter les choses que l'on dit. Allez, je ne sais pas, si vous n'étiez ma mère, ce que je vous dirais, tant je suis en colère. Juste retour, monsieur, des choses d'ici-bas. Vous ne vouliez point croire et l'on ne vous croit pas. Nous perdons des moments en bagatelles pures qu'il faudrait employer à prendre des mesures. Je vous le dis encore, armé de ce qu'il a, vous ne deviez jamais le pousser jusque-là. Il est vrai, mais qu'y faire? À l'orgueil de ce traître, de mes ressentiments, je n'ai pas été maître. Je voudrais de bon cœur qu'on pût entre vous deux de quelque ombre de paix raccommoder les nœuds. Si j'avais su qu'en main il a de telles armes, je n'aurais pas donné matière à tant d'alarmes. Et mais... Que veut cet homme? Allez tôt le savoir. Je suis bien en état que l'on me vienne voir. Bonjour, ma chère sœur. Faites, je vous supplie, que je parle à monsieur. Il est en compagnie, et je doute qu'il puisse à présent voir quelqu'un. Je ne suis pas pour être en ces lieux importants. Mon abord n'aura rien, je crois, qui lui déplaise, et je viens pour un fait dont il sera bien aise. Votre nom? Dites-lui seulement que je viens de la part de monsieur Tartuffe, pour son bien. C'est un homme qui vient avec douce manière de la part de monsieur Tartuffe, pour affaires dont vous serez, dit-il, bien aise. Il vous faut voir ce que c'est que cet homme et ce qu'il peut vouloir. Pour nous raccommoder, il vient ici, peut-être. Quel sentiment aurais-je à lui faire paraître? Votre ressentiment ne doit point éclater, et s'il parle d'accord, il le faut écouter.
Salut, monsieur. Le ciel père de qui vous veut nuire et vous soit favorable autant que je désire. Ce tout début s'accorde avec mon jugement et présage déjà quelque accommodement. Toute votre maison m'a toujours été chère. Et j'étais serviteur de monsieur votre père. Monsieur, j'ai grande honte et demande pardon d'être sans vous connaître ou savoir votre nom. Je m'appelle Loyal, natif de Normandie, et suis whisky à verge, en dépit de l'envie. J'ai depuis 40 ans, grâce au ciel, le bonheur d'en exercer la charge avec beaucoup d'honneur. Et je vous viens, monsieur, avec votre licence, signifier l'exploit de certaines ordonnances. Quoi, vous êtes ici? Monsieur, sans passion. Je n'ai rien seulement qu'une sommation, un ordre, de vider d'ici vous et les vôtres, mettre vos meubles hors et faire place à d'autres, sans délai ni remise, ainsi que besoin. Moi? Sortir d'océan? Oui, monsieur, s'il vous plaît. La maison, à présent, comme savez de reste, au bon monsieur Tartuffe appartient, sans conteste. De vos biens désormais, il est maître et seigneur, en vertu d'un contrat, duquel je suis porteur. Il est en bonne forme, et l'on n'y peut rien dire. Certes, cette impudence est grande et je l'admire. Monsieur, je ne dois point avoir affaire à vous. C'est un monsieur. Il est raisonnable et doux. Et d'un homme de bien, il sait trop bien l'office pour se vouloir du tout opposer à justice. Vous pourriez bien ici, sur votre noir jupon, monsieur l'huissier à verge, attirer le bâton. Faites que votre fils se taise, ou se retire, monsieur. J'aurais regret d'être obligé d'écrire et de le voir coucher dans mon procès verbal. Ce monsieur Loyal porte un air bien déloyal. Pour tous les gens de bien, j'ai de grandes tendresses. Et ne me suis voulu, monsieur, charger des pièces que pour vous obliger et vous faire plaisir. Que pour ôter par là le moyen d'en choisir qui n'ayant pas pour vous le zèle qui me pousse, aurait pu procéder d'une façon moins douce. Et que peut-on de pis que d'ordonner aux gens de sortir de chez eux? On vous donne du temps. Et jusque à demain, je ferai sur séance à l'exécution, monsieur, de l'ordonnance. Je viendrai seulement passer ici la nuit avec 10 de mes gens, sans scandale et sans bruit. Pour la forme, il faudra, s'il vous plaît, qu'on m'apporte avant que se coucher les clés de votre porte. J'aurai soin de ne point troubler votre repos et de ne rien souffrir qui ne soit à propos. Mais demain, du matin, il vous faut être habile à vider d'océan jusqu'au moindre ustensile. Mes gens vous aideront, et je les ai pris fort pour vous faire service à tout mettre dehors. On n'en peut pas user mieux que je fais, je pense, et comme je vous traite avec grande indulgence, je vous conjure ainsi, monsieur, d'en user bien et qu'au dû de ma charge, on ne me trouble en rien. Laissez, ne gâtons rien. Assez audace étrange, j'ai peine à me tenir et la main me démange. Avec un si bon dos, ma foi, monsieur Loyal, quelques coups de bâton ne vous siraient pas mal. On pourrait bien punir ces paroles infâmes, mamie, et donc de fait aussi contre les femmes. Ils sont tous là, monsieur, c'en est assez. Donnez donc ce papier, de grâce, et nous laissez. Jusqu'au revoir. Le ciel vous tienne tous en joie. Puisse-t-il te confondre, et celui qui t'envoie? Eh bien, vous le voyez, ma mère, si j'ai droit. Et vous pouvez juger du reste par l'exploit. Ces trahisons, enfin, vous sont-elles connues? Je suis tout ébobie. Et je tombe des nues. Avec regret, monsieur, je viens vous affliger, mais je m'y vois contraint par le pressant danger. Un ami, qui m'est joint d'une amitié fort tendre, et qui sait l'intérêt qu'en vous j'ai lieu de prendre, a violé pour moi, par un pas délicat, le secret que l'on doit aux affaires d'État, et me vient d'envoyer un avis dont la suite vous réduit au parti d'une soudaine fuite. Le fourbe, qui longtemps a pu vous imposer depuis 1 heure, au prince a su vous accuser et remettre en ses mains, dans les traits qu'il vous jette, d'un criminel d'État l'importante cassette, dont, au mépris, dit-il, du devoir d'un sujet, vous avez conservé le coupable secret. J'ignore le détail du crime qu'on vous donne, mais un ordre est donné contre votre personne et lui-même est chargé, pour mieux l'exécuter, d'accompagner celui qui vous doit arrêter. Voilà ces droits armés. Et c'est par où le traître de vos biens qu'il prétend cherche à se rendre maître. L'homme est, je vous l'avoue, un méchant animal. Le moindre amusement vous peut être fatal. J'ai, pour vous emmener mon carrosse à la porte, avec 1000 louis qu'ici je vous apporte. Ne perdons point de temps, le trait est foudroyant et ce sont de ces coups que l'on part en fuyant. À vous mettre en lieu sûr, je m'offre pour conduite et veux accompagner jusqu'au bout votre fuite. Parce que ne dois-je point à vos soins obligeants. Pour vous en rendre grâce, il faut un autre temps et je demande au ciel de m'être assez propice pour reconnaître un jour
ce généreux service. Adieu. Prenez le soin, vous autres. Allez, tôt, nous songerons, mon frère, à faire ce qu'il faut. Tout beau, monsieur, tout beau. Ne courez point si vite. Vous n'irez pas fort loin pour trouver votre gîte. Et de la part du prince, on vous fait prisonnier. Traître, tu me gardais ce trait pour le dernier. C'est le coup scélérat par où tu m'expédies. Et voilà couronné toutes tes perfidies. Vos injures n'ont rien à me pouvoir aigrir. Et je suis pour le ciel, apprise à tout souffrir. La modération est grande, je l'avoue. Comme du ciel l'infâme impudemment se joue. Tous vos emportements ne sauraient m'émouvoir. Et je ne songe à rien qu'à faire mon devoir. Vous avez de ceci grande gloire à prétendre. Et cet emploi pour vous est fort honnête à prendre. Un emploi ne saurait être que glorieux quand il part du pouvoir qui m'envoie en ces lieux. Mais t'es-tu souvenu que ma main charitable, ingrat, t'a retiré d'un état misérable? Oui, je sais quel secours j'en ai pu recevoir. Et l'intérêt du prince est mon premier devoir. Ce devoir sacré. La juste violence étouffe dans mon cœur toute reconnaissance. Et je sacrifierai de si puissants nœuds, amis, femmes, parents, et moi-même avec eux. L'imposteur! Comme il sait de traîtresse manière se faire un beau manteau de tout ce qu'on révère. Mais s'il est si parfait que vous le déclarez, ce zèle qui vous pousse et dont vous vous parez, d'où vient que, pour paraître, il s'avise d'attendre qu'à poursuivre sa femme, il ait su vous surprendre, et que vous ne songez à l'aller dénoncer que lorsque son honneur l'oblige à vous chasser? Délivrez-moi, monsieur, de la criaillerie, et daignez accomplir votre ordre, je vous prie. Oui, c'est trop demeuré sans doute à l'accomplir. Votre bouche, à propos, m'invite à le remplir, et pour l'exécuter, suivez-moi tout à l'heure dans la prison qu'on doit vous donner pour demeure. Qui, moi, monsieur? Oui, vous. Et pourquoi la prison? Ce n'est pas vous à qui j'en veux rendre raison. Remettez-vous, monsieur, d'une alarme si chaude. Nous vivons sous un prince ennemi de la fraude, un prince dont les yeux se font jour dans les cœurs et que ne peut tromper tout l'art des imposteurs. Celui-ci n'était pas pour le pouvoir surprendre, et de pièges plus fins on le voit se défendre. D'abord, il a percé par ses vives clartés des replis de son cœur toutes les lâchetés. Venant vous accuser, il s'est trahi lui-même. Et par un juste trait de l'équité suprême, s'est découvert au prince un fourbe renommé, dont sous un autre nom il était informé. Et c'est un long détail d'actions toutes noires dont on pourrait former des volumes d'histoire. Ce monarque, en un mot, a vers vous détesté sa lâche ingratitude et sa déloyauté. Oui, de tous vos papiers dont il se dit le maître, il veut qu'entre vos mains je dépouille le traître. D'un souverain pouvoir, il brise les liens du contrat qui lui fait un don de tous vos biens et vous pardonne enfin cette offense secrète où vous a d'un ami fait tomber la retraite. Et c'est le prix qu'il donne aux ailes qu'autrefois on vous vit témoigner en appuyant ses droits, pour montrer que son cœur sait, quand moins on y pense, d'une bonne action verser la récompense, que jamais le mérite avec lui ne perd rien, et que, mieux que du mal, il se souvient du bien. Que le ciel soit loué! Maintenant je respire! Favorable succès! Qui l'aurait osé dire? Eh bien, te voilà! Traître! Oh, mon frère, arrêtez! Et ne descendez point à des indignités. Qu'il corrige sa vie en détestant son vice, et puisse du grand prince adoucir la justice, tandis qu'à sa bonté vous irez à genoux rendre ce que demande un traitement si doux. Oui, c'est bien dit. Allons à ses pieds avec joie nous louer des bontés que son cœur nous déploie, puis, acquitter un peu de ce premier devoir, au juste soin d'un autre il nous faudra pourvoir, et par un doux hymen, couronner en Valère la flamme d'un amant généreux Et sincère!